Oyez, oyez, olé, olé, bonjour, bienvenue dans ce 101% du lundi. Nous sommes ensemble pour 20 minutes ou plus de rigolade. Je vous fais un sommaire absolument décapant. Nous aurons City in Motion, ce sera la critique bien entendu, suivi d'oscillation et d'auto-play sample, autant pour moi, parce que le lundi finalement c'est une émission très musicale. Et je chante, 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 ce refrain qui te plaît. Ah, j'ai oublié de dire les news, et tout de suite les news. On vous en parlait il y a quelques jours à peine et J-Potato a tenu sa promesse. La date de sortie pour Halods Online a enfin été dévoilée, c'est pour le 11 mai. À l'occasion de la fin de la phase de bêta-test, les gentils développeurs d'Astrum Nival ont pensé à récompenser les joueurs ayant participé à la longue phase de test du jeu. En effet, ceux ayant atteint le niveau 30 auront droit à un joli halo. Et pour ceux de niveau 35 et au-delà connectés au moins une fois entre le 11 avril et le 11 mai, une récompense mystérieuse est à venir. Concernant le titre en lui-même, la limite de niveau est repoussée à 47 et 2 nouvelles zones sont attendues. On espère que pour sa sortie officielle, le jeu sera purgé de tous ses bugs et que la traduction sera entièrement terminée. Et enfin, nous pourrons voir ce qu'Halods Online a dans le ventre. Nakayuji, le créateur de Sonic et de Knights, revient sur le devant de la scène avec un nouveau projet et surtout un nouveau héros. Prévu sur Wii et 3DS, Roddy the Sky Soldier semble être un mélange entre shoot'em up façon Sin and Punishment et plateforme aérienne à la Knights justement, dans un univers très coloré et typiquement japonais. On vous laisse apprécier le premier trailer de ce jeu que l'on surveillera de près. Islands of Wakfu est sorti depuis quelques jours et le mélange entre différents gameplays au centre du jeu est assez atypique. Concrètement, vous contrôlez 2 personnages, une humanoïde tout droit sortie d'un beat'em up et un dragon que l'on dirige comme dans un shoot'em up. Mais créer un jeu hybride avec différents types de gameplay, n'est-ce pas au final prendre le risque de sortir un produit bancal? En tout cas, c'est ce que nous avons demandé aux développeurs du jeu venus nous rendre une petite visite. Le danger avec l'hybridation, c'est toujours de se retrouver avec des mutants, quoi. Et nous, on a estimé qu'avoir un mutant, c'était une bonne chose, et qu'on pouvait éventuellement trouver une saveur particulière à cette forme de gameplay. Alors, l'idée qu'on a eue, c'était que les deux soient complémentaires, en fait. C'est-à-dire qu'on puisse pas faire l'un sans l'autre. On parle de beat'em up, on parle de shoot'em up. C'est pas, on peut jouer comme un beat'em up, on peut y jouer comme un shoot'em up, il faut faire les deux, en fait. Et chaque personnage a ses particularités et sa forme la manière dont il interagit avec l'environnement. Les deux formes sont complémentaires en fait, donc on n'a pas le choix, il faut jouer les deux. Sur les échos des joueurs, nos fans en fait on les connaît parce qu'on a fait des conventions, on a fait des salons et on a eu des échos super positifs, donc on a confiance là-dessus. Après c'est sur l'international où il y a un gros point d'interrogation et on est vraiment curieux de savoir comment va être apprécié le jeu, que ce soit aux États-Unis, au Japon ou dans tous les pays où il va sortir. Pour savoir si Ankama a réussi son mélange des genres dans Islands of Wakfu, rendez-vous demain avec notre critique. Alors la critique du jour, eh bien c'est Cities in Motion. A priori, c'est un jeu basé sur des villes, où il faut gérer l'économie de la ville, ainsi que ses transports, ses moyens de transport. Donc je pense que sans être un devin, on peut dire que c'est un jeu PC. Voilà. Alors si vous avez un PC, regardez la critique. Et puis si vous en avez pas aussi, c'est pareil. Pourquoi je veux absolument mettre les gens à côté comme ça? C'est pas bien.
genre de jeu de gestion se fait de plus en plus rare de nos jours, mais il n'est pas encore mort. Transport Tycoon et Traffic Giant ayant brillé en leur temps, c'est maintenant au tour de Cities in Motion de reprendre le flambeau. Distribué par Focus Home Interactive et développé par les Finlandais du studio au nom le plus classe du monde, Colossal Games, Cities in Motion est sorti en France le 17 mars dernier. Cities in Motion se situe dans une fourchette chronologique de 100 ans. La campagne commence en effet en 1920 dans la ville de Berlin, où l'on est accueilli par le major général von Hoppensdorf et se termine donc en 2020. Mais bien sûr, vous aurez auparavant l'occasion de vous familiariser avec les mécaniques du jeu via le didacticiel, qui une fois terminé permet aux joueurs de choisir entre la campagne et le mode bac à sable. Dans ce dernier, vous aurez l'occasion de développer votre propre réseau de transport en commun dans l'une des 4 villes du jeu, à savoir Amsterdam, Berlin, Helsinki et Vienne, à la date qui vous convient. Cities in Motion est un jeu de gestion de transport en commun, même si on a vite l'impression d'être à la tête d'une vraie entreprise avec sa gestion économique à assurer en parallèle de son efficacité primaire. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur l'aspect économique du gameplay. Il s'agit de gérer une entreprise de transport privée qui du coup ne reçoit pas de subvention de l'État. Vous devez donc gérer votre budget en partant du principe que vos principales rentrées d'argent viendront de l'achat de billets des usagers eux-mêmes. Cependant, il arrive que certaines figures de la ville viennent vous présenter des requêtes. Cela peut aller du fermier demandant une ligne de bus pour que ses employés puissent avoir accès à sa ferme, au curé demandant que son église soit mieux desservie. L'accomplissement de ces quêtes, en plus de vous rapporter immédiatement une somme d'argent, aura pour effet d'augmenter la réputation de votre entreprise. La réputation est un paramètre à prendre en compte avec la même attention que le budget. Plus la réputation de votre entreprise sera basse, plus les usagers chercheront à utiliser leur véhicule privé ou leurs jambes pour se déplacer, ce qui peu à peu vous mènera à la faillite. Une moyenne de cette réputation est affichée sur l'interface et si vous cliquez sur la barre, vous pourrez voir que chaque type d'usager a sa propre idée de votre entreprise. Les usagers sont répartis en classes sociales. Nous avons donc les cols bleus représentant les prolétaires, les cols blancs représentant la classe moyenne, les gens d'affaires symbolisant la classe dirigeante, les étudiants, les retraités, les marginaux et les touristes. Chaque type d'usager a une sensibilité propre et des habitudes de déplacement à prendre en compte. Par exemple, les cols bleus ne sont pas prêts à dépenser beaucoup d'argent dans les transports et n'ont pas de voiture privée, leur emploi étant souvent difficile avec de longues journées de travail et n'auront besoin de transports en commun que pour se rendre dans leurs ateliers, usines ou centres agricoles. Les gens d'affaires, quant à eux, travaillent en centre-ville et n'habitent pas dans le même genre de lieu que les cols bleus. Ils fréquentent les boutiques de luxe, possèdent leur propre voiture et n'hésiteront pas à dépenser beaucoup d'argent pour un transport rapide et confortable. Votre réputation auprès des usagers découle directement de votre politique d'entreprise. Des paramètres tels que le prix des billets, l'entretien des stations et des véhicules, ainsi que le salaire de vos employés sont réglables dans l'onglet dédié. À vous de choisir votre stratégie, sachant que des variables économiques plus globales interviendront. Vous devrez ainsi constamment faire attention au prix des carburants et de l'électricité, à la démographie, au taux de chômage et même à la croissance économique du pays. L'ensemble de ces variables sont affichées sous forme de graphiques dans l'onglet dédié. L'interface vous aide à choisir le bon prix pour un billet ou le bon salaire pour votre personnel. Mais prenez garde, une mauvaise gestion économique aura un impact direct et à terme précipitera votre belle société dans les ténèbres abyssales de la faillite. Dans le pire des cas, ou dans l'optique d'investissement, vous pouvez emprunter de l'argent à des banques, ce qui peut d'un côté vous permettre de passer à un palier supérieur d'économie, mais de l'autre vous précipiter vers la récession si vous en venez à tomber dans l'engrenage du prêt pour rembourser un autre. Outre les actions du joueur comme la gestion des salaires et du prix des billets, il existe un autre moyen pour promouvoir votre entreprise, la publicité. Celle-ci peut être faite via des médias différents, les journaux, la télévision, les affiches dans les rues et même Internet. Le média utilisé aura un effet spécifique sur chaque catégorie de population. Par exemple, les marginaux n'ont pas accès à Internet et les touristes ne lisent pas les journaux. En revanche, les retraités et les cols bleus sont sensibles à la télévision. De manière générale, une bonne réputation sera indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise, mais l'un des facteurs principaux de cette réputation sera votre gestion en matière de ce pourquoi vous êtes là, les transports en commun. Pour créer une ligne de transport, le joueur doit commencer par poser des arrêts, ceci étant d'une qualité pouvant aller d'usuel à luxueux. La qualité et l'entretien de ces arrêts auront bien évidemment un impact sur votre réputation, de même que la fluidité des transports et la couverture de la ville.
Une fois des arrêts posés, vous créez une ligne et choisissez par quels arrêts elle passe. En dernier lieu, vous vous rendez sur la page de gestion des véhicules pour acheter et attribuer des véhicules à votre nouvelle ligne de transport. Ces derniers sont répartis en 5 catégories. Les bus qui ne nécessitent que des arrêts pour fonctionner, les tramways qui eux nécessitent la pose de rails pour circuler, le métro qui peut être aérien ou à plusieurs niveaux souterrains, les bateaux-bus pour les transports fluviaux et enfin le summum du luxe, les hélicoptères. Bien évidemment, chaque type de véhicule a ses propres caractéristiques. Consommation d'énergie ou de carburant, rapidité, capacité de transport et enfin fiabilité. Toutes ces données ont une influence sur le prix des billets des véhicules en question. Il est à noter qu'à l'instar des campagnes de publicité, certains types de véhicules ne seront pas disponibles à certaines dates. De même, au fur et à mesure que le temps passe et que la technologie évolue, le joueur a l'occasion de choisir entre plusieurs modèles, les plus récents étant souvent les plus performants sur tous les plans, mais aussi les plus chers. Cette flexibilité permet aux joueurs de choisir à certains moments s'ils préfèrent des véhicules fiables et consomment peu d'énergie, à d'autres ayant une plus grosse capacité de transport. La page de gestion des véhicules permet d'observer avec précision quels véhicules sont les plus gourmands en énergie ou carburant et lesquels sont les plus utilisés. Le trafic routier est le plus sensible aux aléas de la circulation. Des événements tels que les accidents ou des incendies viennent parfois perturber le bon fonctionnement de votre machinerie infernale. Le joueur devra faire avec et ils ne sont là que dans un souci de réalisme et afin de rompre la monotonie. En général, ils auront pour conséquence un engorgement aux arrêts de bus ou de tramway, et si vous allongez suffisamment de billets pour l'entretien de vos véhicules, vous n'aurez que très rarement des pannes. Dans son ensemble, Cities in Motion est une réussite. Les graphismes réalistes en 3D et le zoom permettant de mieux repérer les problèmes, l'ambiance sonore et la musique étant également des plus soignés. Ces critères n'étant que des plus à un gameplay travaillé et cohérent, et à une interface user-friendly qui, couplée à un didacticiel efficace, permet aux néophytes ou simples amateurs de maîtriser assez rapidement le jeu. Un point bonus pour l'aspect économique du gameplay, qui renforce le réalisme en obligeant le joueur à gérer une entreprise qui se doit d'être performante, quelle que soit la situation économique du pays où elle se trouve. La durée de vie, déjà correcte, ne serait-ce que par la difficulté intrinsèque du jeu, se voit allongée par la présence d'un éditeur de cartes qui aura tout fait de permettre à la communauté d'échanger ses créations. Il est vrai que la présence de 4 villes seulement est un peu dommage. Un petit prix, un gameplay réussi et une interface agréable pour un jeu de gestion accessible et complet. Macha, toi qui fais oscillation, il serait temps que tu nous envoies des choses pour qu'on puisse raconter des trucs sur les plateaux qui précèdent oscillation. Parce que là, il y a oscillation. Et bienvenue dans Oscillation. Une vilaine engine, ça demande des mesures exceptionnelles. Ne vous inquiétez pas, Macha reviendra dès qu'elle aura récupéré sa voix. Notre thématique du mois d'avril concerne les deuxièmes volets de séries vidéoludiques. Un deuxième volet, cela implique toujours un grand nombre de questionnements. Il faut réinventer l'histoire sans trop toucher aux personnages. Il faut innover sans pour autant détruire une formule gagnante. Il faut modifier, mais seulement vers le meilleur, un défi difficile à relever. Pour la musique, les mêmes questions se posent. Comment écrire une bande originale qui garde son identité originale sans pour autant tomber dans la répétition? Comment réinventer le matériel musical tout en se basant sur celui du premier volet? Les compositeurs s'y sont pris de beaucoup de façons différentes. Voyons aujourd'hui un cas très particulier dans l'histoire du jeu vidéo, celui de Super Mario Bros 2, un faux deuxième volet. Vous connaissez sans doute l'histoire. Nintendo aux États-Unis ayant refusé le véritable deuxième volet de Mario, le jugeant trop difficile et trop proche du premier, l'entreprise décide alors de sortir une autre version en se basant sur un jeu préexistant et sorti exclusivement au Japon, Yume Kojo Doki Doki Panic. Nintendo adapte les 4 personnages jouables du titre aux personnages de la franchise Mario, modifie quelques designs, enrichit les animations et le tour était quasiment joué. Qu'en est-il alors de la bande originale du jeu? Le hasard veut que le compositeur de Yume Kojo Doki Doki Panic ne soit personne d'autre que le créateur de l'univers musical de la franchise Mario, Kondo Koji. Comme il s'agit du même compositeur, et au vu des différences quasi inexistantes entre les deux titres, les créateurs du jeu jugent superflu de créer une nouvelle bande originale, et gardent en grande partie celle de Doki Doki Panic.
pouvez d'ailleurs entendre que les deux bandes sonores se ressemblent quasiment en tout point. Seuls à quelques endroits, des changements discrets ont été apportés pour que la bande sonore colle mieux à l'univers de Mario. Il y a là d'abord la musique de l'écran titre du jeu. Elle n'existe pas dans Doki Doki Panic et a été spécialement écrite pour la version Mario. Il s'agit en fait d'une version modifiée du thème aquatique du premier volet. La musique de l'écran titre de Doki Doki Panic ne figure pas dans la version Mario, en tout cas pas en tant que musique d'ouverture, mais nous allons voir ça dans un petit instant. La musique de l'étoile d'invincibilité est ici changée du tout au tout. Notez que Kondo Koji l'adapte pour qu'elle ressemble à celle du premier volet de Mario, et on y retrouve les rythmes latins si caractéristiques de la franchise. Dans les passages à la dimension parallèle, nous trouvons dans Doki Doki Panic un petit air oriental. Dans Super Mario Bros 2, il est remplacé par un hommage au thème principal du premier volet. Finalement, notez que les musiques de fin des deux jeux diffèrent énormément. Les premières mesures sont encore identiques, mais dans la version Super Mario Bros 2, Kondo Koji va rendre un hommage très habile à Doki Doki Panic. Il reprend en effet le thème d'ouverture du jeu original et le fait évoluer vers cet air chantant et mélancolique que nous connaissons tous. Une boucle majestueusement bouclée. Autoplay simple. Alors Anne, même discours que pour oui, je fais passer des messages personnels, c'est pas très grave. Moi aussi je peux être en colère. Parce que Caroline, elle est au Japon et elle nous envoyait des infos, mais toi t'es bien ici chez nous quoi. Et on a zéro info Anne. Alors c'est bien beau d'avoir ses propres rubriques maintenant sur internet. Ah, on me demande de regarder quelque chose. Oui, bah alors, excuse-moi, mais j'ai bien vu que pour le prochain plateau que je vais faire, je reprends Caroline, tu n'as rien écrit aussi. Alors maintenant que t'es en France, c'est pas pour autant que tu dois reprendre le rythme français, à savoir être une grosse glandeuse. Franchement, depuis que les audiences sont tombées, ça se la coule douce à nos lives, c'est incroyable quoi. Ça y est, ils sont parvenus. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay. Cette semaine, on va regarder les sorties d'albums, les téléchargements et les intros, mais tout de suite les concerts, parce que ça fait longtemps quand même. Si vous étiez en manque de concerts de musique de jeu à Paris, eh bien réjouissez-vous car il y en a un qui va arriver, ce sera le dimanche 22 mai, donc ça sera non pas un méga orchestre, mais le compositeur Hamauzu Masashi, donc compositeur de Final Fantasy XIII, et il a aussi participé au 10, qui viendra avec des musiciens, donc il va pas jouer tout le temps, il va d'abord diriger les musiciens, et ensuite il jouera quelques morceaux au piano, donc des morceaux de Final Fantasy XIII, mais aussi des compositions originales. Alors là je vous entends tous dire ouais, faut absolument qu'on y aille, mais faites attention car c'est un concert qui est dans une toute petite salle. Il y a 120 places à peu près, donc ça va vite se remplir. Surtout que le concert est suivi d'une séance de dédicace pour tout le monde, hein, donc voilà, les places sont limitées. Alors j'ai entendu dire que si le concert était très très vite complet, peut-être on allait pouvoir débloquer un deuxième horaire pour que plus de monde puisse voir Monsieur Hamauzu. Donc voilà, vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site de l'organisateur qui s'appelle Wayo Records. Ce mois-ci, pour les sorties d'albums, c'est quelque chose d'un petit peu rare puisqu'il s'agit d'un jeu français, Flying Hamster. Alors vous avez peut-être déjà vu ce shoot'em up dans chez Marcus, donc c'est avec un petit hamster très mignon, sa copine est enlevée comme dans tous les anciens jeux vidéo, et il part à sa recherche et il crache des abeilles et de la bière sur ses ennemis, pourquoi pas. Et donc c'est dans un univers très rétro et très inspiré des jeux japonais, et c'est pareil pour la musique, donc elle a été composée par 3 personnes, donc Kappa, Bouhik et Gordolex, et ils sont super fans de jeux type Koryun, peut-être vous connaissez, c'est un shoot avec un petit dinosaure il me semble, et aussi des jeux de Sega comme, des musiques de jeux Sega comme Sonic Adventure ou Virtualon pour le côté un petit peu punchy avec des guitares, donc c'est vraiment sympa quand on écoute les musiques. On a l'impression de jouer un shoot des années 90, et, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire et c'est réussi. On
continue les sorties d'albums avec la bande originale du dernier épisode d'une grande série de RPG de Sega, donc les Shining, et ce dernier épisode est sorti sur PSP au Japon, il s'appelle Shining Hearts. Alors bon, les Shining, ça devient un petit peu moins bien, c'était quand même du très bon tactical au début, et là les derniers épisodes c'est surtout prétexte à mettre des héroïnes moe qui ont été dessinées par Tony Taka, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, hein. Certaines séries prennent des tournures pas forcément intéressantes. Donc pour les musiques, elles ont été composées par Kikuta Shiroki, peut-être vous connaissez déjà son nom puisque c'est le compositeur des musiques de Secret of Mana, donc Seiken 2 et aussi Seiken 3, et aussi c'était le scénariste, producteur, compositeur de Koudelka et de tout plein d'autres jeux, donc voilà, un grand nom de la musique de jeu, je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient. Donc il a travaillé sur ce jeu et quand on écoute, voilà, on a l'impression que c'est ce qu'il aurait, on a des sons modernes, on a l'impression que c'est des trucs qu'il aurait pu faire sur Super Nintendo, mais il y a peut-être ce petit charme du 16 bits en moins en fait sur le jeu, puisque là il avait tous les instruments dont il voulait à sa disposition, mais ça s'écoute très bien quand même. Et il y a un truc, c'est ce jeu, quand on m'avait parlé des nouveautés, c'est que déjà il y a un système de bataille qui s'appelle le Battle Moe System. Oui, et aussi la nouveauté c'est qu'on pouvait faire du pain. La dernière sortie d'album, tous les fans de dents pointues et de fouets vont être en émoi puisque ce sont les 2 CD de Akumajo Dracula Tribute, donc 2 CD de remix de Castlevania. Donc on a des musiques de tous les épisodes, on a plein de compositeurs de musique de jeux super connus, on met tout ça ensemble et on a deux super albums avec plein de grands noms. On retrouve Hiroki Kikuta et Hamauzu dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Soyo Oka, il y a Sakuraba Motoi, Sakamoto Hideki, Sano Denji qui a fait le générique de Tokyo Café et tout ce beau monde là, et voilà un grand hommage à Castlevania. Alors ce mois-ci dans les téléchargements, ça va être bien parce que non seulement la bande originale est gratuite, mais le jeu aussi. Il s'agit de Viriax, la dernière production donc d'un espagnol qui s'appelle Locomalito et qui avait déjà fait un jeu qui s'appelait Idora, dont j'avais déjà parlé, un shoot 'em up très sympathique. Et c'est la même équipe donc qu'on retrouve sur Viriax, donc Locomalito pour le game design, etc. Et Grisor87 pour la musique, qui est un fan de musique 16 bits de Konami notamment. Et donc là ils ont fait un jeu, c'est assez particulier, on incarne un virus qui doit contaminer la race humaine. Donc après c'est un design, une manière de jouer très simple, très typé arcade, et c'est un jeu qui a été développé en peu de temps, donc voilà, un petit truc sans prétention qui a été fait comme ça, mais la musique est très bien. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer Viriax et aussi les autres jeux de Locomalito qui sont très sympas par ailleurs. Tout de suite, on passe aux intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Live, d'abord avec celle de Blob 2, de Blob 2. Un jeu, donc la suite de 2 blobs, où on incarne un petit blob dans un monde totalitaire qui doit jeter des couleurs pour repeindre ça et que ce soit vachement plus vivant à vivre et vachement plus sympa. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une recrudescence quand même des jeux où on doit colorer des zones ou les purifier justement. Ça fait à peu près 10 ans qu'il y a ça, peut-être, je sais pas, la conscience écologique des gens. C'était l'intro de The Blob 2 avec ses musiques très science-fiction bien kitsch. Et en parlant de kitsch et aussi un petit peu de science-fiction tant qu'à faire, on va regarder tout de suite l'intro de Marvel vs Capcom 3 Fate of the Two Worlds, donc des héros de Marvel et des héros de Capcom qui se tapent sur la gueule. Et ça donne une intro où il y en a partout, voilà, il y a Morrigan qui vole et qui se bat avec Iron Man, etc. Et moi il y a un truc j'étais un petit peu triste quand j'ai vu le nouveau line-up du jeu, je me suis dit, ils ont pas mis Strider, et
il y a quand même des rumeurs qui disent que Strider va revenir, hein, donc on attend ça encore avec impatience. Oui, je sais que je joue pas à Marvel vs Capcom 3, mais j'ai envie de voir Strider dans le jeu, c'est tout, c'est comme ça. Si j'ai envie de râler, je râle. Non, parce que moi je dis ça, par exemple, je fais quand même l'effort de venir 2 heures toutes les 3 semaines. Et ça, j'aimerais bien qu'on respecte. Au minimum. Ouais, je suis peut-être une grande gueule, mais je pense que j'ai raison. Et je le vaux bien. Et je m'aimerai bientôt. À plus tard. Et vous allez voir, je vais mettre de l'ordre dans cette boutique.